Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette nouvelle histoire de mer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure qui est arrivée à trois amis qui, après un séjour sur la Costa Brava, doivent retourner en France à bord de l'Apsara, un vieux voilier de 9,60 m. Durant le voyage, ils vont être cueillis par un coup de vent soudain en plein golfe du Lion. Alors qu'ils luttent pour leur survie dans des conditions de mer de plus en plus difficiles, leur amitié et leur courage seront mis à l'épreuve et ils devront faire face à des éléments déchaînés et à leurs propres limites pour affronter cette traversée de tous les dangers. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en partenariat avec Altaïa, qui est une référence pour les collectionneurs et les maquettistes. Altaïa vient de sortir une nouvelle collection consacrée au Belem, qui est l'un des plus anciens et plus prestigieux grands voiliers encore en navigation dans le monde. Chaque semaine, étape par étape, avec les pièces que vous trouverez dans le magazine, vous pourrez construire votre propre Belem et recréer facilement ce 3-mâts emblématique. La maquette, à l'échelle 1/65e, mesure 91,5 cm de long et 30 cm de large. Elle est en bois et en métal et reproduit jusque dans les moindres détails le navire dans sa configuration actuelle. Les fascicules qui accompagnent les publications vous permettront d'apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir de l'histoire et des secrets de ce magnifique navire et du monde fascinant de la voile. Les amis, si vous avez l'âme d'un modéliste naval et que vous voulez découvrir l'histoire du Belem, cliquez sur le lien en description. Un immense merci à Altaïa pour le soutien qu'ils apportent à la chaîne. Et maintenant, on retourne à bord de l'Apsara pour affronter le golfe du Lion et sa terrible tramontane. Parti au petit matin de Blanes, petit port du sud de la Costa Brava, l'Apsara, un Delfe 32, fait route toute voile dehors en longeant la côte, poussé par un léger vent du sud. Construit dans les années 70, il n'est pas de la première jeunesse, mais c'est un bon bateau. À son bord, il y a Fred, le skipper, surnommé le rêveur. Il a appris seul les rudiments de la voile l'été de ses 20 ans à bord d'un petit dériveur 420 prêté par un ami. Ce n'est qu'à 44 ans qu'il a pu s'offrir l'Apsara. Après quelques navigations en Méditerranée et plusieurs traversées du golfe du Lion en solitaire, le destin lui a fait rencontrer lors d'une escale en Espagne Christian, que l'on surnomme le pirate. Celui-ci a déjà effectué quelques convoyages sur les Antilles durant sa jeunesse. Puis ce fut au tour de René, que tout le monde appelle le gitan, de rejoindre l'équipage. Lui n'avait aucune expérience de la mer avant leur périple. L'escapade du trio sur la Costa Brava étant arrivée à son terme, ils entament leur retour en France. Et comme à chaque fois, le temps presse. D'abord, parce qu'ils ne disposent que de peu de temps pour chacun de leurs périples, mais surtout parce qu'ils sont à la merci de la météo. En effet, la route de retour passe par le Cap Creux, avant de s'engager dans le golfe du Lion. Et pour l'un, comme pour l'autre, il faut être sûr d'avoir des conditions relativement clémentes. Avant de larguer les amarres, ils ont donc étudié les bulletins météo à l'affût des moindres signes d'une dégradation du temps. Car bien qu'ils veuillent passer par temps calme, il n'est pas pour autant question de se laisser coincer par plusieurs jours de mauvais temps. C'est donc l'approche d'un coup de vent qui finalement impose le départ. Ils comptent profiter du vent léger qui précède la dégradation pour parcourir un maximum de milles avant que les conditions ne deviennent trop dures. Dans la soirée, l'Apsara double le port de Palamos qui se situe à une quarantaine de milles du Cap Creux. Deux options s'offrent désormais à eux. Sachant que le vent du sud ne franchira pas les Pyrénées et que de l'autre côté, un fort coup de vent de nord-ouest est annoncé pour le lendemain soir, soit ils mettent le cap au nord-nord-est sur Saint-Louis-du-Rhône, où se trouve leur port d'attache, ce qui signifie s'engager pour 24 heures de navigation à pleine vitesse à travers le golfe du Lion pour espérer passer avant que la mer ne se forme. Ou alors, ils remontent vers le nord sur le cap d'Agde, en rasant le Cap Creux. La deuxième option offre l'avantage d'une navigation relativement proche des côtes, avec l'espoir que même si le coup de vent arrive plus tôt que prévu, la proximité
de la côte limitera la formation de la mer. Mais cette option a l'inconvénient de frôler le cap Creux avec le risque d'affronter son terrible effet Venturi. Sitôt passé Palamos, la brise du sud qui a poussé jusqu'ici l'Apsara n'est plus qu'un souffle laissant supposer que bientôt ce sera le calme plat. Il semble y avoir une chance de passer creux dans la pétole. La décision est donc prise de remonter vers le nord, et si jamais le cap Creux se montre aussi terrible que sa réputation le laisse entendre, ils pourront toujours mettre de l'est dans leur route pour s'en éloigner. Peu de temps après, le vent tombe complètement et le moteur est démarré. Le pirate, qui n'aime pas la navigation au moteur, en profite pour se reposer. Fred reste seul avec le gitan, qui, fort de sa bonne humeur habituelle, a pris la barre. La nuit est tombée depuis un moment quand la côte se dessine devant l'étrave. C'est à cet instant que le pirate vient les rejoindre sur le pont. Moteur ou pas, c'est à son tour d'assurer son quart. Le gitan décide de lui tenir compagnie et Fred en profite pour aller s'allonger pendant qu'il est encore temps. À son réveil, rien n'a changé. Dupont lui vient quelques brides de conversation qu'il ne comprend pas. Il enfile sa veste de quart et se hisse dans le cockpit. Le pirate, deux doigts sur la barre, file entre les cailloux. Les deux hommes informent aussitôt Fred qu'il pense que le cap Creux est juste là. En effet, ça semble probable, car sur tribord, on aperçoit un petit îlot et sur l'autre bord, une côte lessivée dominée par un phare. Chacun retient son souffle, redoutant de réveiller le démon du cap qui sommeille. Lorsqu'on n'a aucune maîtrise de ces éléments, on ne peut être que superstitieux. Au fur et à mesure qu'il double le cap, le pavillon se met à flotter avec un peu plus de vigueur. Il annonce peut-être le retour du vent. Ils attendent et se tiennent prêts, mais rien. Voilà quelque temps déjà qu'ils ont passé le cap. La côte s'efface doucement. Quelques petites risées rient de la surface de l'eau. La grande voile est hissée et bordée, ce qui fait légèrement gîter le bateau sur tribord. Le génois est envoyé à la suite. Le bateau accélère et la mer se met à chanter contre la coque. Le moteur peut enfin être stoppé. Ils sont soulagés, car bien que la météo ait annoncé des conditions difficiles, ils ont passé le cap Creux comme une fleur, regrettant presque de ne pas avoir eu plus de vent. Remontant plein nord, il ne reste plus qu'à l'Apsara, une petite soixantaine de milles pour atteindre le cap d'Agde. Plus ils progressent dans le golfe du Lion, plus le vent forcit. Le jour se lève sur une mer qui se creuse, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de la route choisie qui les éloigne progressivement de la côte. Quant au vent, ils se doutent bien que tôt ou tard la météo aura raison, car le golfe du Lion va se trouver entre la dépression et l'anticyclone. Par conséquent, le vent va s'orienter secteur nord-ouest et la force de celui-ci, pris dans le goulot d'étranglement formé par le Massif central et les Pyrénées, va être décuplée. L'Apsara, toute voile dehors sous un ciel sans nuages, avance vite. Génois et grand voile bordés bien à plat, ils remontent dans le vent sans difficulté. L'équipage, bien installé dans le cockpit, discute tranquillement quand soudain, une rafale de vent couche brutalement le bateau. Surpris, Fred et le pirate se retrouvent projetés dans les filières, le corps à moitié immergé. Le gitan agrippe la barre, ses pieds battent en l'air à la recherche d'un point d'appui. Le vent semble encore se renforcer, il siffle dans les haubans, les voiles claquent, la coque de l'Apsara gémit sous les coups de boutoir du vent. Face à la force de la tramontane, la quille n'est pas suffisamment lourde pour redresser le voilier. « Il faut qu'on réduise la toile !» crie Fred en rampant vers la plage avant pour récupérer le génois. Le pirate choque l'écoute et se saisit de la drisse de Fulk qu'il tourne autour du winch, prêt à tout larguer au signal. Chahuté par la mer qui s'est creusée, Fred et le pirate attendent que le gitan réussisse à mettre le bateau face au vent pour pouvoir affaler la voile. Doucement, l'Apsara pivote et les voiles commencent à faceiller. Le pirate libère la drisse du génois. Agrippé au guindon, Fred pèse de tout son poids sur celui-ci pour affaler le génois sur le pont avant de l'entasser ensuite dans la soute à voile. Cette opération en temps normal n'est pas très compliquée, mais dans ces conditions de vent et de mer, la plage avant n'a de plage que le nom,
et la seule façon de s'y maintenir est de ravaler sa fierté et de faire le dos rond sous les paquets de mer qui s'abattent sur le pont. Fred pèse contre lui-même, car dans la précipitation, il n'a pas qu'appelé son harnais, et avec ce temps, il aurait aimé pouvoir fixer sa longe sur la ligne de vie, pour manœuvrer sans risque de tomber par-dessus bord. À défaut, il redouble de prudence, et assure chaque geste, même si cela doit lui prendre plus de temps. Dans le cockpit, le pirate et le gitan sont focalisés sur lui. Ils savent que si Fred passe par-dessus bord, jamais ne le retrouveront. Lorsque le Génois est enfin affalé, il le voit se relever, tituber sur le pont à la recherche de son équilibre. Subitement, ses bras font des moulinets et ses pieds décollent du pont. Les deux hommes retiennent leur souffle dans l'attente du pire. Puis, ils le voient retomber lourdement et ramper jusqu'au point d'écoute du Génois. Là, ils dénouent les coups de tribord avant de le renouer sur une filière et de refaire la même opération avec les coups de bâbord. Mais pour Fred, ce n'est pas fini. Il doit encore rentrer le Génois dans la soute. Un à un, il décroche les mousquetons de l'étai, puis rassemble la toile qu'il vient de libérer avant de la rentrer par le capot de pont. À chaque vague, l'eau le douche avant de s'engouffrer dans la soute à voile. Une fois le capot verrouillé, il relève la tête à la recherche de la drisse de Génois qu'il a laissé échapper. Il s'aperçoit alors que le haut de la grand voile est largement déchiré et que la drisse qu'il recherche est hors de portée. Il la voit se balancer en tous sens. Dans sa course folle, elle s'enroule autour de l'étai et de la drisse de spi, condamnant désormais toute possibilité d'établir une voile d'avant. Pourtant, il y a de fortes chances, vu l'état de la grande voile, que l'envoi d'un foc s'avère nécessaire. Sous grand voile seul, ils pourront maintenir le bateau face au vent, mais s'il faut abattre pour se mettre au travers ou au portant, la grande voile finira de se déchirer et ils se retrouveront à sec de toile à dériver dans le golfe du Lion. À peine de retour dans le cockpit, Fred voit la drisse de Génois passer derrière la grand voile avant de s'enrouler sur la balancine de baume juste au-dessus de sa tête. D'un bond, il se lève. En s'aidant du patara, il s'agrippe à la baume qui, sous l'effet de la mer, passe d'un bord à l'autre. La drisse est là, à portée de main, mais déjà Fred est propulsé avec la baume sur bâbord, puis une seconde fois sur tribord. Au troisième passage, il s'apprête à l'attraper, mais la baume finit sa course toute seule. Quelque chose s'est pris dans ses pieds et l'a couché sur le pont. Il a dû lâcher prise, traversé par l'effroyable idée qu'il allait passer par-dessus bord. Mais la violence du choc qu'il ressent quand il heurte le pont le rassure aussitôt. Il se redresse et voit le pirate accroché à ses jambes, arborant un sourire radieux. Fred réalise alors ce qui s'est passé. Le pirate, le voyant ballotté par la baume, a cru qu'il allait être projeté à la mer. Il l'a alors attrapé à bras le corps avant qu'il ne se retrouve hors du cockpit. Fred en est là de ses réflexions quand la baume revient. Heurté en pleine tête, il s'effondre sur le pont. Groggy, il se dit que cette fois, ils ne s'en sortiront pas. Lentement, il ramène ses bras sous lui et avec un effort extrême, prend appui sur eux pour se relever. Mais à nouveau, le gitan se jette sur lui, juste avant que la baume, qui continue son manège infernal, ne percute à nouveau sa tête. De retour en sécurité dans le cockpit, Fred explique à ses amis qu'il faut absolument récupérer la drisse qu'il a laissée partir pour pouvoir établir une voile à l'avant. Le pirate demande alors si ce ne serait pas elle qu'il voit là-bas, coincée entre le baoban et le pavillon de courtoisie qu'ils ont établi sur les côtes espagnoles. Et effectivement, la drisse est là. La drisse rapidement récupérée, le tourmentin est envoyé et le bateau est à nouveau manœuvrant. Pendant ce temps, la déchirure dans le haut de la grande voile s'est encore agrandie. Mais la chute tient toujours et elle se comporte comme s'ils avaient fait une prise de riz à l'irlandaise. Et pour l'instant, ça tient. Mais lorsque la chute lâchera, la grande voile partira en lambeaux et ils n'auront plus d'autre issue que de se mettre en fuite sous Foxhole. Fred se demande si le pirate et le gitan se sont aperçus de la déchirure de la grande voile ou s'il est le seul à l'avoir vue. Dans le doute, pour ne pas les inquiéter, il ne dit rien. Avec le temps, la paix regagne progressivement les esprits. Ce sont certainement les conditions les plus difficiles qu'ils ont jamais rencontrées.
mais après avoir manqué de perdre 2 fois Fred, se retrouver tous les 3 les apaise. Jusqu'à présent, ils se sont toujours sortis du mauvais temps sans encombre. Car bien que leur bateau soit mal entretenu, faute d'argent, c'est un bon bateau. Autour d'eux, la mer est hachée et confuse, mais reste navigable et le ciel est encore bleu. Un cargo les double lentement sur bâbord. Le fait qu'ils se trouvent si près des côtes confirme qu'ils ont fait le bon choix. Plus au large, le golfe doit être un vrai enfer. Le cargo n'est plus qu'un point à l'horizon quand le pirate descend se reposer un peu et que le gitan donne la barre à Fred. Barrer dans ces conditions demande beaucoup d'intention pour tenter d'éviter de prendre les vagues par le travers. Bien qu'elles ne soient pas spécialement hautes, 1 mètre, 1 mètre 50, tout au plus, elles sont abruptes et très courtes, et une petite quinzaine de mètres seulement séparent chacune d'elles. Pour couronner le tout, si la houle dominante vient du nord-nord-est, une houle secondaire de nord-nord-ouest croise la première, rendant la mer particulièrement confuse et augmentant significativement la hauteur des vagues lorsqu'elles se croisent. Soudain, un grondement se fait entendre à une vingtaine de mètres par le travers bâbord. Un mur d'eau de 3 mètres de haut, perpendiculaire à la houle, leur fonce dessus. Fred pousse la barre pour mettre le bateau face à la vague qui déferle sur eux. Abasourdi par la violence du choc, il tente de reprendre sa respiration et de recouvrer ses esprits. Il réalise que le golfe les a pris dans son piège. En effet, au-delà d'une certaine force de vent, la forme du golfe engendre une mer croisée et confuse. Il a entendu dire que dans certaines conditions, des vagues erratiques apparaissent. Des vagues à la trajectoire apparemment aléatoire et d'une hauteur ahurissante par rapport aux autres. Avec l'apparition de ces vagues scélérates, la navigation dans ce secteur devient particulièrement dangereuse. Fred examine rapidement la situation. Au nord, il y a le Cap d'Agde. À l'est, une côte qu'ils ne pourront jamais atteindre, sauf à se mettre au travers. Mais la grand voile ne tiendra pas. Et à l'ouest, il y a le golfe. La meilleure solution semble donc de faire route au nord et de toucher le Cap d'Agde avant la nuit, de façon à avoir une chance de voir les vagues scélérates arriver. Il décide également que dorénavant, ils seront en permanence 2 sur le pont et 1 au repos. Le barreur pourra ainsi se consacrer pleinement à la conduite du bateau pendant que son équipier surveille les vagues. Quand celui-ci voit arriver une vague vicieuse, il hurle « vague » en la pointant du doigt pour que le barreur la négocie au mieux. Pendant ce temps, dans la cabine, l'équipier au repos est secoué en permanence. Il doit se caler du mieux qu'il le peut dans sa couchette pour ne pas tomber. Après chaque cri de l'équipier de veille qui annonce les vagues, il voit un rideau d'eau qui se déverse dans la descente. Pour lui, se savoir à l'intérieur ainsi abrité tout en connaissant les conditions extérieures lui donne une mauvaise conscience et réveille un étrange sentiment de lâcheté. Se reposer est pourtant indispensable, car nul ne pourrait dire combien de temps il faudra tenir. Chacun d'eux vit le même débat intérieur lorsqu'enfin relayé, il se sent coupable d'abandonner ses coéquipiers dans la tourmente. Lorsque c'est au tour de Fred de se reposer, c'est encore pire. Lui, il sait que le grand voile est déchiré et qu'elle lâchera tôt ou tard. Il a hésité à en parler aux autres lorsqu'il s'en est aperçu. Puis, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien vu. Dès lors, il a pris le parti de se taire, la situation étant suffisamment dramatique comme ça. À l'intérieur, les vagues qui s'écrasent sur la coque et le claquement des voiles ne facilitent pas le repos. Pourtant, Fred finit par trouver le sommeil. Quand il se réveille, il pense être encore dans un rêve. Dans la cabine, tout est étrangement calme. Le bateau ne tape plus, il enroule les vagues avec douceur. Fred ouvre le capot de descente et demande si le cap a été changé. Le pirate, les jambes croisées, 2 doigts sur la barre comme à son habitude, lui répond que non, qu'ils font toujours cap au 0 et que le vent amollit. À ses côtés, le gitan, ciré ouvert et gilet dégrafé, prend le soleil. Dans le ciel, les nuages s'effilochent pour laisser passer un soleil radieux. Les vagues sont toujours aussi courtes, mais nettement moins abruptes. Les 2 hommes sourient à Fred et lui demandent de regarder vers le nord. Quand il se retourne, il voit quelques milles devant l'étrave le fort Brescou illuminé par un rayon de soleil. Cette vision annonce la fin de leur épreuve,
car le fort étant situé à moins d'un demi-mille de l'entrée du Cap d'Agde, ils savent maintenant que dans moins d'une heure, ils seront au port. Allez, on se retrouve pour le bilan. Alors, particularité de cette histoire, c'est qu'elle se passe dans le golfe du Lion. Et le golfe du Lion est une région assez difficile pour la navigation. Tout ça, c'est dû à la topographie des terres qui l'entourent. Alors, premièrement, c'est souvent un endroit où se retrouvent en affrontement les dépressions et les anticyclones. Ça crée un courant, les deux forces s'ajoutent et au niveau topographie, comme je vous le disais, il y a une particularité, c'est que d'un côté, vous avez le Massif central et de l'autre côté, vous avez les Pyrénées. Donc les forces de vent se trouvent complètement coincées entre ces deux masses de montagnes et donc il crée une accélération dans les plaines qui se trouvent juste au bord des golfes du Lion. Et hop, ça rentre dans le golfe du Lion et là vous vous retrouvez avec des vents très violents très rapidement. Alors, deuxième point à soulever dans cet accident, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur de choix par rapport aux options qu'ils envisageaient. Il y avait deux options, mais sachant que le bateau était ancien, pas très bien entretenu, l'équipage pas très entraîné, il a été judicieux effectivement de prendre l'option de couper au plus court pour rejoindre le Cap d'Agde. En effet, dans la première option, c'est-à-dire rentrer directement à Saint-Louis-du-Rhône, leur port d'attache, il leur fallait à peu près parcourir une trentaine de milles supplémentaires, donc ce qui représentait pas mal de temps supplémentaire. En plus, ils étaient beaucoup plus au large, donc plus exposés aux vagues, qui avaient plus de temps de se former. Et troisième difficulté sur cette option, rentrer directement à leur port d'attache, c'était le fait qu'ils étaient directement sur les tombants, c'est-à-dire qu'on passe à des fonds de 4 à 5 000 mètres à des fonds de 500 mètres, ce qui très souvent peut créer des vagues beaucoup plus importantes. Alors, qu'en est-il du fait qu'il se soit fait coucher par une vague? Comment est-ce possible? Il y avait des vagues en général de 2-3 mètres de haut, mais ils étaient très courtes. Comment ça a pu arriver, ce qu'on appelle ce phénomène de vague scélérate, parce qu'on est en plein dedans, hein, les vagues scélérates, si ça vous intéresse, j'ai fait toute une enquête là-dessus, je vous mets le lien ici. C'est quelque chose qui n'arrive pas forcément très loin, ça peut arriver tout à fait dans des conditions particulières et proches de chez nous. Et le golfe du Lion correspond tout à fait à la situation idéale pour créer ce genre de vague. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour créer ce genre de vague? Il vous faut des vents qui aient soufflé de deux directions différentes. Là, vous avez un vent de nord-ouest qui est la tramontagne, et de l'autre côté, vous aviez un vent du sud. Ces vents-là ont créé des vagues, et quand des trains de vagues se rencontrent à peu près à 70 degrés, vous créez un phénomène de vagues montantes comme ça, qui est ces fameuses vagues scélérates. Tout ça sont amplifiés en plus, comme je vous ai dit, par les différences de hauteur soudain. C'est-à-dire que là, ils étaient sur des fonds de 300 mètres à peu près, alors que sur tout le reste de la Méditerranée, on est plutôt sur des 4 à 5 000 mètres. Donc les vagues ont pris de la hauteur. Si vous croisez ces mouvements de vagues de 70 degrés, vous créez ces effets de vagues scélérates. En plus, très souvent, il y a des courants qui sont créés par ces vents. On sait que quand la tramontane souffle, ça crée un courant qui vient de la terre vers le large, alors que le courant général était à 70 degrés, remonté vers le nord. Quand les deux courants se sont rencontrés, ça amplifie aussi les vagues, et du coup, la vague scélérate est là. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient pu rencontrer ce type de vague. Par contre, il y a eu une grosse erreur, c'est le fait qu'ils ne soient pas prêts à toute situation. Quand j'entends prêt à toute situation, c'est avoir toujours son harnais gilet câblé sur soi avec la longe à poste. Là, on voit très bien qu'ils ont été surpris par ce coup de vent. Il a fallu qu'ils aillent ramper jusqu'à la plage avant pour récupérer le génois. Alors, ce qui s'ajoutait aussi au problème, c'est qu'on voit que le manque d'argent sur certains bateaux fait qu'ils n'avaient pas d'enrouleur. Avec un enrouleur, ils auraient pu rester à l'arrière et reprendre du génois bien à l'abri. Là, il faut aller sur la plage avant, dans les vagues, sous l'eau, c'est hyper dangereux. Alors, ça se fait très bien, mais ça se fait avec un harnais. Moi, j'ai navigué longtemps sans enrouleur.
Bon, c'était des choses qui se faisaient sans trop de problèmes, d'autant plus que sans enrouleur, un génois endraillé va être beaucoup plus plat et mieux affronter les vents forts. Mais s'il faut le réduire, je me rappelle des moments assez hippiques sur mon bateau où effectivement on était soulevé de 10-20 cm, pouf, on se écrasait, c'était assez difficile. Donc dans ces cas-là, le harnais est obligatoire. Le fait de ne pas avoir prévu ça, c'est une faute grave qu'ils auraient pu payer très cher. Alors, dernier point, la grand voile. Ils étaient très inquiets d'avoir déchiré cette grand voile et ils pensaient que c'était vraiment indispensable. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu l'affaler et continuer avec une voile d'avant à partir du moment où ils ont récupéré la drisse, ça ne posait aucun problème. Très souvent, dans les vents forts, on garde plutôt une voile d'avant, un tourmentin, on peut très bien se passer de la grand voile. En plus, ça limite les dangers de la fameuse baume qui se promène sur le pont. Vous pouvez complètement bloquer votre baume, ça évite ce danger-là. Et un bateau se comporte très bien avec une voile réduite sur l'avant, ça permet de remonter. Éventuellement, même ils auraient pu prendre partir en fuite, donc c'était tout à fait possible. Alors qu'avec une grand voile, seul partir en fuite, c'est pas terrible, parce que déjà la grand voile naturellement a tendance à faire lofer le bateau, donc ça vous donne de la stabilité, ce qui n'est pas le cas du tout avec un phoque ou un tourmentin. Donc ça, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter outre mesure à partir du moment, bien sûr, où ils ont pu récupérer la drisse. Alors là aussi, gros danger dans la récupération de la drisse, quand ça se balade comme ça, s'amuser à s'accrocher à la baume, de la récupérer, c'est hyper dangereux. Donc il est souvent préférable de regarder où elle est coincée, d'essayer de changer légèrement le cap du bateau pour essayer de l'emmener là où vous voulez pour qu'elle ait un endroit beaucoup plus accessible et pouvoir la récupérer facilement. Voilà les amis, ce bilan est terminé. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours du bien à la chaîne. Commentez aussi, c'est intéressant d'avoir votre point de vue, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que vous me donniez votre point de vue parce qu'on a fait le tour, mais il y a encore beaucoup de choses à dire peut-être, des choses que j'ai pu oublier, que c'est intéressant que vous puissiez en parler dans les commentaires, ça va enrichir l'ensemble de la communauté. En attendant d'avoir tous vos messages et le plaisir de les lire, je vous souhaite à tous de belles navigations, en tout cas pour ce à venir, et je vous dis à bientôt.